Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tenter de vous aider à répondre à cette question. De quelle quantité d'or avez-vous besoin? Si vous avez déjà de l'or, comment savoir où s'arrêter? Et si vous n'avez pas d'or, restez quand même jusqu'au bout. Je vais évoquer pas mal de choses qui vont probablement vous interpeller et je vous montrerai aussi quelques pièces qui sont parfaites pour débuter. L'idée de réaliser cette vidéo m'a été donnée par ce commentaire et je remercie beaucoup celui qui l'a posté. Bonjour, dans votre vidéo, vous dites ne pas vouloir vivre dans un monde où le cours de l'or serait élevé. Mais vous vivez aujourd'hui dans cette époque, par rapport à 2004, où le cours était à 324 €. Regardez en ce moment, vous achetez des pièces, alors achèterez-vous encore des pièces quand le cours atteindra les 8000 €? 8000 €, c'est encore un x5 par rapport à maintenant. Moi je dis oui. Il y a là plein de choses intéressantes et je pense que ça vous donnera pas mal à réfléchir, comme à moi d'ailleurs. On va parler de psychologie par rapport au prix, de la stratégie que vous pourrez adopter selon que vous avez déjà de l'or ou pas, et de l'impact de la politique monétaire actuelle. Bien entendu, il ne s'agit là que de mon point de vue. Je ne suis pas conseiller financier. Dites-moi dans les commentaires en dessous si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voyez les choses différemment. À la fin de la vidéo, je ferai le tour de ce que j'ai sorti ici pour ceux qui découvrent la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux spectateurs, je sais que vous êtes nombreux en ce moment. Je m'arrête d'abord une seconde sur cette notion de prix. En effet, par rapport à 2004, le prix de l'or a été pratiquement multiplié par 5. Et pourtant, ça ne me pose aucun problème d'acheter à ce prix-là. Pourquoi? Il faut dire que 1500-1600 € par once, c'est à peu près le prix auquel était vendu l'or courant 2020, au moment où je me suis mis à m'y intéresser. Et par définition, j'en avais pas du tout à ce moment-là. C'est donc le premier prix que j'ai vu pour l'or, environ 1500 € par once. Ça ressemble beaucoup à la notion de prix d'ancrage en marketing. Le prix d'ancrage, c'est cette référence inconsciente qui nous sert à estimer si quelque chose est plutôt bon marché ou, au contraire, plutôt cher. On aura toujours plus de mal à acheter au-dessus de son prix de référence. Par exemple, mon prix d'ancrage pour une baguette de pain, c'est 1 €. Si une baguette est vendue 50 centimes, je me dis « c'est vraiment pas cher, elle doit être de mauvaise qualité ». Si une autre est vendue 1,35 €, immédiatement ça me paraît cher. Je vais imaginer qu'elle doit être meilleure. Et si c'est pas le cas, je serai déçu. Petite parenthèse, vu l'inflation actuelle, je vais devoir revoir mon prix d'ancrage à la hausse très bientôt, je pense. Sinon, je vais plus manger beaucoup de pain. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et bien pour l'or, c'est pareil. Je n'ai pas connu l'or vraiment moins cher. Donc, pour moi, actuellement, l'or est à un juste prix psychologique. Bien sûr, la situation sera complètement différente pour une autre personne qui s'y est intéressée quelques années avant et qui trouvera que l'once est hors de prix aujourd'hui. A l'inverse, une personne qui a débuté à l'été 2020 quand on était à 1700 € pourra trouver l'or bon marché actuellement. Autre exemple, mon prix de référence pour une 5 francs semeuse en argent comme celle-ci, c'est 5 €. C'est le prix auquel j'ai payé les premières que j'ai achetées. Maintenant, je les achète entre 6 € et 6,50 €. Je sais que c'est encore un prix correct, vu le cours de l'argent actuellement. Mais ça me réclame un effort. C'est moins facile, psychologiquement, parce que c'est au-dessus du prix auquel j'ai été habitué au début. Ça, c'est pour la partie psychologique. Maintenant, dans l'absolu, pourquoi est-ce que je continue d'acheter de l'or alors que j'en ai déjà? Regardez cette courbe. Je la montre pas assez souvent, je trouve. Dans le bon sens, elle montre l'or qui monte. Mais elle est plus utile à l'envers, je trouve. C'est la valeur de notre monnaie, euro ou dollar, comme vous voulez, qui baisse sans arrêt. Prenons 2004 comme référence. À cette époque, j'étais plus jeune, mais je pense que j'avais largement 1000 € de côté. Plutôt que de conserver ces 1000 € depuis 2004, j'aurais pu acheter à l'époque 3 onces d'or. Les 1000 €, je les ai encore, sauf que les 3 onces d'or, elles vaudraient aujourd'hui plus de 4500 €. Je raisonne comme ça maintenant. Épargne de long terme, métaux précieux. Allez, on laisse le prix de côté une seconde, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je suppose que vous débutez et que donc le prix actuel ne vous choque pas. Est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui? Bien sûr, la situation sera différente pour quelqu'un qui n'a pas d'or du tout et pour quelqu'un qui en possède déjà un petit peu. Je pense, mais ce n'est que mon avis, que tout le monde devrait avoir au moins un petit peu d'or. À condition d'avoir, bien sûr, une épargne de sécurité en place. Oui, mais un peu, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir une approche assez simple. Au choix, ça peut être 5, 10, 15, 20% de mon portefeuille financier. Ces pourcentages sont assez faibles, et pourtant, comme le précise Rick Rule dans une vidéo que j'ai vue récemment, il n'est pas nécessaire d'aller au-delà pour bénéficier de l'assurance fournie par l'or. En effet, il souligne à juste titre que quand les métaux précieux se mettent à monter, c'est pas du 20 ou 30% de hausse sur l'ensemble du bull run. Ça se compte en centaines de pourcents. Donc, même n'avoir que 10% d'or dans le portefeuille permet d'avoir une protection efficace contre un effondrement des 90% restants. Donc je dirais que tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé en pourcentage, il est opportun d'acheter de l'or, quel que soit le cours. Alors oui, vous allez peut-être payer 1700 € un jour au lieu de 1600.
mais il faut relativiser. Quand on sera au-dessus de 5000 €, ça fera plus une grosse différence. En revanche, différer son achat sans cesse en espérant une baisse, je trouve ça risqué. Un peu comme d'attendre une baisse des primes d'assurance auto pour assurer sa voiture. Je vous mets ici en description quelques vidéos sur le rôle des métaux précieux si le sujet vous intéresse. Regardez là par exemple. Celui qui attend depuis 2015 qu'on revienne à 1000 € sur l'or, il n'est pas prêt d'acheter. Bien sûr, si vous avez déjà une quantité significative de métaux précieux, vous pouvez vous permettre de n'acheter que pendant les baisses. Ça demande un petit peu plus de travail, mais c'est toujours ça d'économiser. J'aimerais maintenant aborder le problème sous l'angle monétaire. Est-ce que l'euro est une bonne réserve de valeur? Non, je pense pas. Est-ce que la politique monétaire actuelle et annoncée par la BCE pour le futur proche est de nature à rectifier le tir? Non, je pense pas. Est-ce qu'il est du domaine du possible que cette politique monétaire soit modifiée pour contrer efficacement l'inflation? Non, je pense pas. Donc il faut trouver autre chose. Pour moi, avoir de l'or, c'est stocker de la valeur autrement qu'en euros. Ah oui, quoi qu'en dise Madame Lagarde à la BCE, quand on imprime de l'argent à tour de bras, mon petit billet de 20 €, il finit par voir sa valeur diluée. Alors, on n'est pas encore en hyperinflation, c'est vrai, et je garde un bon matelas de sécurité en euros, évidemment, pour ne pas avoir à vendre mon or en cas de coup dur. Mais pour mon épargne de long terme, j'ai vraiment l'impression de prendre un risque si je ne me débarrasse pas de mes euros pour quelque chose de plus tangible. Plus je m'intéresse à l'économie et à la politique monétaire, plus j'ai le sentiment que ne rien faire, laisser son argent tranquillement à la banque, est risqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis ici en bas dans les commentaires. Toute ma vie, avant de m'intéresser aux métaux précieux, j'avais l'impression que l'argent à la banque était en parfaite sécurité, et que le mettre ailleurs, c'était prendre un risque. Alors un risque pas forcément inconsidéré, un risque rémunéré, mais un risque quand même. J'occultais complètement le risque bancaire et le risque inflationniste. Maintenant, je trouve que laisser beaucoup d'argent à la banque pourrait être plus risqué que d'en sortir une partie du système bancaire. J'ai hâte de lire votre avis là-dessus. L'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais rien, c'est mieux que moins 5% par an, ce qui est le taux d'inflation officiel en zone euro, pour rappel. Et le taux d'inflation réel est probablement bien supérieur, mais ça vous le savez déjà. On reparlera bientôt d'inflation, j'ai peur qu'on n'en soit qu'au début. Bon, les arguments que j'ai développés jusqu'à présent allaient dans le sens du « toujours plus d'or ». Maintenant, j'aimerais relativiser ça. On n'achète de l'or que si on ne sait pas quoi faire d'autre, pendant quelques années. C'est le placement improductif par excellence, ça ne sert à rien concrètement. C'est juste pratique quand tout le reste menace de s'écrouler. Même si l'or protège bien contre l'inflation, avoir de l'or, c'est se priver de dividendes, de loyers, etc. pendant de longues périodes. C'est vraiment défensif comme position. À titre personnel, je pense avoir de bonnes raisons d'être défensif. C'est pour cette raison que je dépasse actuellement le ratio strictement nécessaire. J'ai trop de métaux précieux, objectivement. Mais vu la situation actuelle, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas attendre à 100% en euros, donc faute de mieux, j'achète de l'or et de l'argent. En revanche, le jour où une opportunité se présentera, il faudra que je sache me débarrasser d'un petit peu d'or, ça va pas être facile, pour investir de manière plus productive. Au-delà de 20% du portefeuille, l'or n'est pour moi qu'un moyen d'attendre sans m'exposer à l'inflation. Et aussi un moyen d'illustrer mes vidéos, pour ne pas toujours vous sortir la même chose. Une seule règle à respecter, on ne place pas dans les métaux précieux de l'argent dont on pense avoir besoin à court ou moyen terme. Les frais liés à la détention physique de ces petites pièces-là sont non négligeables. Vendre peu de temps après avoir acheté, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Autre limite de l'or, c'est un placement qui est complètement subi. Dans l'immobilier, par exemple, on peut agir, on peut faire des travaux, on peut changer de régime de location, on peut prendre des décisions qui vont affecter le loyer, les impôts qu'on paye et le futur prix de vente. En bourse, il y a moins de marge de manœuvre, mais au moins on peut acheter et vendre assez souvent sans payer trop de frais. Pour l'or, c'est différent. Le cours est manipulé à la baisse, ce qui est un avantage pour le moment, ça permet d'en acheter plus. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on peut tout à fait se retrouver avec des pertes latentes pendant des années. En plus, entre les commissions des intermédiaires et des impôts, il est impossible de faire des achats-reventes fréquents pour les métaux précieux physiques. Quand vous les avez, c'est pour longtemps. Le prix de vente de votre or et de votre argent est dicté, pour le moment, par quelques grandes banques. Et les banques centrales y ont tout intérêt, puisque un prix des métaux précieux qui monte, ça montrerait à tout le monde qu'elles ont perdu le contrôle sur la monnaie. Bien sûr, quand on voit cette courbe-là, on se rend compte que la patience a toujours été récompensée jusqu'à présent. Et je pense, mais ce n'est que mon avis d'amateur, que ce n'est pas prêt de changer. Allez, on passe à la pratique. Si vous n'avez pas d'or mais que vous voulez vous lancer, vous pourriez commencer par une ou plusieurs de ces pièces-là, mais ce ne sont bien sûr que des exemples. Allez, on fait un petit peu le tour de 2-3 pièces. Vous avez d'abord la pièce emblématique française, le Napoléon, 20 francs français en or. Alors, il y en existe plein de types différents.
Là j'ai un Napoléon III tête laurée parce qu'il a des lauriers sur la tête, et une Marianne coq parce qu'il y a un coq sur la pièce. Il en existe plein d'autres, mais elles font toutes exactement la même taille et elles coûtent en général le même prix, mis à part quelques versions qui sont plus rares que d'autres. Ce n'est pas ma pièce préférée, mais comme première pièce, pourquoi pas, parce que c'est la pièce la plus connue en France. C'est la plus facile à se procurer, vous la trouverez absolument partout. En plus, elle est relativement accessible, puisqu'elle est assez légère. Vous la trouverez facilement pour moins de 320 € au moment où j'enregistre la vidéo. Dans la même veine, on a les 20 francs suisses, qui font exactement la même taille, et qui coûtent exactement le même prix. Autre pièce ultra connue, vous avez les pièces démonétisées en dollars. Les 20 $ ici, et j'ai une petite 10 $ là, je crois qu'il existe les 5 $ aussi. Alors, celles-là, elles sont super connues aux États-Unis. Il est facile de les trouver aussi, puisqu'il y en a pas mal qui sont vendus même en France. Attention au prix là-dessus. Alors déjà, elles sont plus grosses, elles coûtent plus cher, mais surtout, la prime est souvent plus élevée. Donc voilà, il faut tomber sur une bonne affaire. Pour les débutants plus fortunés, mais là c'est un investissement assez efficace, vous avez la 50 pesos mexicaine. L'inconvénient, c'est qu'elle est très grosse et donc elle coûte très cher, environ 2000 € en ce moment. Mais l'avantage, eh bien, c'est que la prime est très très basse. Il y a peu de différence entre le prix que vous payez pour la pièce et le prix de l'or qu'elle contient. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler une fois encore de la Britannia. Celle-ci fait 1 once, mais il en existe des versions plus petites. J'adore cette pièce parce qu'elle n'est pas ultra chère et très très sécurisée. Et pour finir, celle-ci, qui n'est pas vraiment une pièce que je qualifierais de pièce de débutant, parce que la prime est relativement élevée, mais je résiste pas au plaisir de vous la montrer une fois encore, parce que c'est vraiment une pièce superbe. Voilà, c'est juste une sélection de pièces, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Vous êtes bien sûr libre de choisir et d'acheter la pièce qui au final vous plaît le plus. Voilà, toutes ces pièces, je les ai achetées sur le site acheterhortargent.fr, qui propose bien souvent les meilleurs tarifs. Le lien est en description de la vidéo, si vous voulez aller y jeter un œil. Il y a pas mal de choix, à la fois en or et en argent. Je rajoute en description quelques vidéos qui pourront vous aider à composer votre première commande, en prenant en compte à la fois le prix de revient, mais aussi la facilité de revente, la fiscalité et la divisibilité. Et maintenant, ma réponse au commentaire initial. J'achèterai tant que les prix de l'or physique et de l'or papier, le cours de l'or en fait, resteront connectés. Le jour où ça va lâcher, je pense qu'on le saura très vite. C'est la prime qui mesurera cette déconnexion. Actuellement, on paye entre 2 et 20% de prime en fonction de la taille de la pièce. Si on passe au-dessus de 50%, ça voudra dire plusieurs choses. 1. Une pénurie probable pour les particuliers sur le marché de détail. 2. Le prix de l'or se rapprochera de sa vraie valeur. Du coup, il sera moins sous-évalué et moins intéressant à acheter. Et 3. Il sera probablement inaccessible car trop cher pour la plupart des gens, moi y compris. Donc si un jour, je ne sais pas si ça arrivera, le cours de l'or fait encore x5 par rapport à aujourd'hui et arrive à 8000 €, comme dans l'hypothèse formulée dans le commentaire que je vous ai lu. Soit l'once physique est disponible pour moins de 8500 €, donc pratiquement le même prix, et je pense que les conditions seront réunies pour que je sois toujours acheteur, les revenus de tout le monde, d'une façon ou d'une autre, auront augmenté, le métal sera encore facilement disponible, et la valeur des euros aura tout simplement, encore une fois, été divisée par 5. Soit l'once physique dépassera les 12 000, 15 000 € avec un cours à 8 000, et là, ça va piquer un petit peu pour tout le monde, mais beaucoup plus pour ceux qui n'auront que des euros. Voilà, j'ai utilisé des concepts un petit peu plus avancés dans cette dernière partie. Si vous n'avez rien compris, je suis désolé. Pour me faire pardonner, je vous mets quelques vidéos supplémentaires en plus dans les commentaires et une sur la prime ici en haut. Voilà, encore une vidéo basée sur un de vos commentaires. C'est vraiment un super retour pour moi, donc continuez à me faire part de vos avis, de vos idées. Merci Stéphane, grâce à toi je me suis posé de nouvelles questions. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.